Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, je suis de retour, je ne suis plus malade, et comme vous avez deviné, maintenant, je vais m'attaquer sur le tout premier pay-per-view de l'année 2024 pour la AEW, la All Elite Wrestling. Donc bien sûr, je vais m'attaquer à Révolution 2024, qui s'est déroulé un dimanche le 23 mars. Et voilà tout. Même si je n'ai pas été en avance pour faire cette review tout de suite, en raison de, de tapage, on va dire de bruitage, on va dire ça comme ça. J'ai pas envie trop me prendre trop la tête avec des explications, mais voilà. Donc voilà ma petite explication pourquoi je n'ai pas su sortir à temps, mais ce n'est pas grave. L'important c'est que je fais, vu comment je vous l'avais promis, et je vous l'ai bien sûr évidemment promis. Comme une vidéo sur un coffret qui arrivera prochainement. Je ne dis pas où, je ne dis pas quand, vous le saurez au moment où je le sortirai, car je préfère garder la surprise. Donc sans trop tarder, je vais directement m'attaquer au premier match, mais qui n'est pas le match de la carte principale, mais bien un pré-show. Vu comment la EW utilise le 0 or, c'est l'équivalent de kick-off pour la WWE. Donc eux, leur pré-show, c'est 0 or. Et que le premier match, c'est un match à 6 contre 6. Donc match par équipe de 12 personnes. Et la première équipe que je vais citer, c'est The Bang Bang Scissor Gang. Donc équipe composée de Bullet Club Gold et de Acclaim. Donc dans le Bullet Club Gold, on a Jay White, on a Austin Gunn, on a Cotton Gunn. Et dans The Acclaim, on a Max Caster, Anthony Bowens et Daddy Ass Billy Gunn. Contre, bien sûr, l'équipe de Jeff Jarrett. C'est simplement l'entourage de Jeff Jarrett. Jeff Jarrett lui-même, avec Jay Lethal, Satnam Singh, Willie Mack et de Private Party. Donc, équipe composée de Brother Zay Isaiah Cassidy et Mark Quinn, accompagné bien sûr par Sanjay Dutt et Karen Jarrett. Le match, bon après je me dis pourquoi est-ce que Jay White, Jeff Jarrett, Jay Lethal, Billy Gunn, on va dire ça entre guillemets, pourquoi ils sont dans le pré-show? Aucune idée, absolument aucune idée, je n'ai même pas à me prendre la tête avec ça. Pourquoi ils sont dans le pré-show, c'est un peu scandaleux, mais vaut mieux pas trop se prendre la tête. Vu comment dans ce match-là, c'est The Bang Bang Scissor Gang qui bat l'équipe de Jeff Jarrett, et non pas l'équipe de Jeff Jarrett qui bat The Bang Bang Scissor Gang, parce que Catch News s'est trompé dans leurs résultats. Est-ce que c'est ben, allez, des erreurs qui font constamment? Oui, non, ça dépend. Mais ne vous détrompez pas, c'est bel et bien de Bang Bang Scissor Gang qui battent l'entourage de Jeff Jarrett, tout simplement. Euh, un bon match de... Je crois que c'est 5 ou 6 minutes qui a eu lieu, mais bon, préfère même pas savoir. Préfère même pas savoir. Ensuite, le deuxième match du pré-show, Chris Statlanders et Willow Nightingale contre Julia Hart et Sky Blue, en match par équipe simple. C'est victoire de Chris Statlanders et Willow Nightingale. Et la seule question, je me dis, pourquoi est-ce que Chris Statlanders n'est-elle plus championne à l'heure actuelle? Parce que j'ai quasiment oublié ce qui s'est passé à Full Gear. Je sais que Julia Hart, c'est l'une des plus jeunes championnes TBS de l'histoire, mais son règne n'est pas aussi fou que celui de Jade Cargill. Voilà, je tenais à dire ça au pif. Bref, je ne comprends pas l'intérêt. Mais victoire de Chris Statlanders et Willow Nightingale tout de même. Et voilà la fin des deux matchs de ce pré-show. Vu comment je passe directement à la carte principale. Et dans la carte principale, on a un match pour le titre AEW TNT, donc pour la télévision de TNT,
Christian Cage, le champion, accompagné par Kill Switch, avec aussi Mother, enfin la maman qui se fait appeler Shayna Wayne, accompagnée par son fils aussi, The Prodige Nick Wayne. Donc bien sûr Christian Cage, vu comment il se prénomme le patriarcat, il a toute une petite famille autour de lui, et qu'il affronte bel et bien Daniel Garcia. Donc Daniel Garcia, c'est celui qui n'a peut-être pas de physique si impressionnant. À vrai dire, c'est pas qu'il est pas bon en fait, Daniel Garcia, même si je le critiquais un peu de sa manière de festoyer, quelque chose comme ça. Mais dans le fond, je vais pas dire que c'est un mauvais lutteur. Au contraire, je trouve que il a un bon in-ring, même si son physique n'est pas impressionnant. Et Et je vais rien dire de méchant là-dessus. À part, ce que j'aime pas trop, c'est quand il fait sa genre de petite danse en garde haute, en faisant un roulement de pénis euh, à tout vaille. Surtout quand il se prend des coups, je trouve ça un peu ridicule parce que la dernière fois, il avait fait ça. Je me disais, mais pourquoi tu fais ça? C'est déstabilisant, ça fait PD, arrête ça. Attention, j'ai rien contre les homosexuels, hein, je tenais à le dire, je n'ai rien contre les homosexuels. Au moins, ce que je dis est dit. Mais je me rappelle dans le match, il a quand même sorti ce genre de mouvement de pénis. Mais quand Christian Cage était positionné sur le coin et que Daniel Garcia lui foutait des patates dans le crâne. Et qu'au moment où Christian Cage était KO dans le coin, et ben là, il peut se le permettre de faire un mouvement de pénis. Et par contre, si vous êtes jeune et que vous voyez ça et que vous voyez un mec faire un genre de dansement, de roulement de zigounette dans la tronche de son adversaire, ne venez pas, ne regardez pas ça tout simplement, parce que c'est pas pour vous, vous êtes trop jeune. Après, ça dépend de votre âge, hein. Mais il lui a quand même fait ça, je me suis dit, oh, c'est du catch ou YouPorn? Il faut choisir. Ah, attention, je dis ça dans pas dans un mauvais terme, hein. Je veux pas dire que c'est ci ou là, mais j'avais l'impression de regarder un truc sur YouPorn alors que je suis du genre un peu innocent, je tenais dire, vu comment je suis un peu gêné de voir des trucs pareils. Bon après, vu comment on a peut-être un peu tout vu, il vaut mieux pas trop être gêné parce que sinon on va dire t'es trop gêné toi. Bref, vous avez compris. Bon, dans ce match-là, il y a eu un peu de distraction de la famille du patriarcat, mais qu'à la fin, ça restera toujours Christian Cage qui aura le dessus, vu comment il le bat avec son fameux Kill Switch. Et justement, en parlant de Kill Switch, celui qui se fait actuellement appeler Kill Switch, vous savez bien que c'est Catchosaur, Luchasaurus, appelez-le comme vous voulez, et qu'il se fait appeler Kill Switch parce que on décide de le rénover petit à petit, à part qu'il faut leur retirer le masque de Dino. Je ne sais pas s'ils le feront à l'avenir, mais pour l'instant, vaut mieux y repenser. Vaut mieux vraiment y penser parce que il y a moyen de faire quelque chose avec Kill Switch. Bon, comme j'ai dit, victoire de Christian Cage, vu comment il conserve son titre grâce à les interventions de sa petite famille, on va dire ça comme ça. Et que voilà quoi, voilà. Et en plus, je vous avais même oublié d'en parler, qu'il y en aura peut-être un retour d'un catcheur qui n'est plus apparu depuis quelque temps, nommé Pac. Oui, parce que Pac, il fait son retour. Et attendons voir ce que la suite lui réserve pour lui. En sachant que c'est vrai que ça fait une belle petite lurette qu'on n'a plus vu Pac à l'action. Mais bref, voilà, je tenais à signaler, même si j'aurais dû le signaler plus tôt. Mais je suis trop direct, hein. Vous me connaissez maintenant, je suis trop direct. Et que même si les vidéos sont longues, eh ben, j'essaie d'être trop direct, même si c'est pas facile. Mais j'essaie d'expliquer dans les moindres détails, hein. Mais après, expliquer dans les moindres détails, alors que je suis pas forcément dans les temps, c'est pas top. C'est pas top. Donc, voilà, j'en ai terminé à ce match-là. Victoire du champion. Maintenant, l'autre match de la carte principale, c'est Eddie Kingston contre Bryan Danielson, où le titre de couronne Continental Championship, détenu
par Eddie Kingston est en jeu. Alors que je sais que Eddie Kingston a le titre du monde de la Ring of Honor, le titre Openweight Strong de la NJPW, et aussi, si jamais l'un des deux perd, les deux doivent se serrer la main mutuellement en guise de respect. C'est pas la stipulation, mais c'est un avant-goût auquel je tenais à dire. Vu comment on connaît Bryan Danielson, in-ring c'est carré. Il n'y a pas à dire, quand je vois Bryan Danielson, je suis toujours submergé par ses nombreuses prises techniques. Il n'y a pas à dire, c'est lui qui fait du très bon taf dans le point de vue in-ring. Même si Eddie Kingston a un physique pas très athlétique, on va pas se mentir. C'est un ventre à bière, c'est un mec qui n'a pas, on va dire, de physique propre à lui, mais par contre, il a une gueule quasiment unique à son genre, une promo qui est très très bonne. Son in-ring n'est peut-être pas la meilleure, mais il essaie de se démerder comme il peut, Eddie Kingston. Même si on reproche beaucoup de la manière de faire des atemis pas très impactants, alors que celle de Kenta Kobashi est très impactant. Peut-être qu'il faudrait qu'il change ses méthodes, je ne sais pas à l'avenir, mais quoi donc. Donc même si Bryan Danielson faisait de Eddie Kingston son bouc émissaire, en faisant que des prises sur lui, que des prises techniques, et je crois que la foule était derrière Bryan Danielson, vu comment il reconnaît que Danielson c'est un dieu sous le ring, parce que en termes de technique est un dieu. Mais malheureusement, il se fait stopper dans l'élan avec un simple claque retourné et suivi d'un powerbomb pour la victoire. Donc, c'est Eddie Kingston qui bat Bryan Danielson et que c'est lui qui a le dernier mot. Et bien sûr, les deux se serrent la main en guise de respect, vu comment ça a été dit dans ce petit pacte, on va dire ça. Mais au moins, voilà, preuve de respect entre les deux catcheurs. Le match était, on va dire, pas horrible à ce point-là. Il était plutôt pas mal. De toute façon, la plupart des matchs, quand j'ai vu ça, je me dis, ils étaient quand même bons. D'autres un peu moins, mais ils étaient bons. De toute façon, tout le reste du show était bon. Mais bref, j'en ai terminé là-dessus. Alors, l'autre match suivant, le All-Star Scramble à 8 man, donc un match à 8, All-Star Scramble match. Le vainqueur reçoit la chance au titre champion du monde de la AEW. Donc le vainqueur remporte ce genre de All-Star à 8 et affronte le champion en titre. Donc les participants sont Wardlow, accompagné par The Undisputed Kingdom, donc équipe composée de Adam Cole, Mike Bennett, anciennement Mike Kanellis, et Matt Tavern. Bien sûr, ils accompagnent Wardlow, contre Chris Jericho, contre Will Hobbs, contre Lance Archer, accompagné par Jake the Snake Roberts, contre Hook, contre Brian Cage, accompagné par The Prince Nana, contre Magnus, contre Dante Martin. Par contre, concernant Chris Jericho, je crois que Tony Khan devrait faire quelque chose avec. Même si Tony Khan, on sait, il aime ses catcheurs comme si c'était sa famille, comme si c'était ses héros auxquels faut pas trop les offenser. Mais au bout d'un moment donné, t'as pas le choix de faire ce qui est nécessaire pour l'entreprise. Parce que ce qu'on entend sur Chris Jericho, des rumeurs par-ci par-là, ça va quand même un peu loin. Donc je pense que Tony Khan doit faire son nécessaire en tant que patron et pas en tant que fanboy. Parce que c'est vrai qu'il est énervant, Tony Khan, à faire tout le contraire et aussi à ne pas faire ce qui est nécessaire pour son entreprise. Mais bon, de toute façon, il est idiot de toute façon, Tony Khan. Il est idiot, il veut pas comprendre. Mais en tant que booker digne de ce nom, j'aurais dit à Chris Jericho, écoute Chris, il y a des rumeurs qui sont assez graves. Je crois que tu devrais te retirer pendant quelques temps, le temps que ça se calme, le temps que tout le monde aura oublié cette affaire. Et voilà, comme ça tu reviendras comme si de rien ne s'était passé. Et voilà, j'en ai pas d'autres arguments à dire. Mais c'est ce qu'il devrait faire. Et aussi,
le point, on va dire que je ne comprends pas. Comment ça se fait des gars comme Magnus, Jericho, euh, qui encore Dante Martin, aussi lui. Comment ça se fait, ceux-là, ils ont du temps d'antenne lors d'un Dynamite, lors d'un Rampage, lors d'un Collision, ou même d'un pay-per-view. Ils ont une place sur la carte. Pourquoi ceux qu'on ne les voit pas forcément ne sont même pas dans le programme et à la carte des différents shows? Je me pose cette question. Bref, c'est une décision de marque. C'est une décision de marque. Vaut mieux pas chercher plus loin pour comprendre. C'est des décisions de marque. Donc, parmi ce bordel qui remporte ce match, c'est bien sûr évidemment Wardlow. Donc lui, en tant que machine de guerre, c'est lui qui remporte le match, c'est lui qui affrontera le champion. Est-ce que ça va être Adam Page? Est-ce que ça va être Swerve Strickland? Ou est-ce que ça va être Samoa Joe, excusez-moi? Est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être les deux autres? On ne sait pas. Mais en tout cas, victoire de Hobbs, ce qui est pas mal. Vraiment pas mal. Ensuite, match pour le titre Mid-Atlantic, ou plutôt International Championship. Roderick Strong contre Orange Cassidy. Alors, étonnamment, je me dis, bah, Orange Cassidy, pour une fois, il catch bien, pour une fois. Et je me suis dit, attends, c'est moi ou Orange Cassidy il catch bien cette fois-ci? Et plus trop de caisses en faisant, ouais, j'ai mes mains dans les poches, je te fous des faux coups de pied parce que, voilà, faut que ça soit drôle, faut que ça soit pas très réaliste. Mais là, je vois une toute autre facette de Orange Cassidy. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, Orange? Est-ce que tu t'es dit, bon, bref, j'ai trop fait de la merde parmi les fois où j'ai combattu. Maintenant, je vais catcher plus sérieusement pour faire quelque chose d'important, pour faire du bien un petit peu au business. Je sais pas si c'est ça ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, je vois qu'il a quand même fait l'effort de faire un bon match hein, face à Roderick Strong. Est-ce que c'est Roderick Strong qui ne lui a pas conseillé de catcher un peu plus sérieusement, d'en faire moins des caisses, ou c'est lui qui s'est dit en mode ouais, je vais plus faire des caisses comme avant? Honnêtement, je ne sais pas. Pourtant, Roderick Strong aussi, c'est pas top non plus, vu comment il a une gimmick de celui qui crie le nom constamment Adam ou Mike ou Matt. Bref, vous avez compris. Vous avez compris. Lui aussi, il a ce genre de gimmick qui crie bah, le nom de quelqu'un de manière un peu stupide. Mais sinon, au niveau in-ring, j'ai pas à m'en faire pour Roderick Strong. Ce qu'il fait, c'est... Ben, j'ai rien d'autre à dire si c'est nickel. Vu comment c'est que de la brutalité, c'est que de la technique. J'ai pas d'autres mauvaises choses à dire sur Roderick Strong. Et pour une fois, je ne vais pas critiquer Orange Cassidy. Mais quand il veut faire un bon match, il le peut. Donc pour ça, ben félicitations Orange Cassidy. Félicitations. Pour une fois que tu te prends pas pour une blague, pour une fois, tu en fais ben, les choses bien. C'est important pour toi. Même si je vois qu'au niveau des prises, comme par exemple Roderick Strong s'attaque au niveau de dos de Orange Cassidy, parce que vous connaissez Mr. Backbreaker en personne, il peut faire des Irish Curse Backbreaker, des Canadian Backbreaker, des multiprises sur le dos. Vous savez à quel point, quand il fait ce genre de prise, on se dit, mais comment son adversaire fait pour, pour pas avoir le dos paralysé? Parce que c'est vrai qu'être paralysé du dos, on le sent passer, hein, on le sent vraiment passer. Mais en tout cas, quelle force de brute sur, bah, sur la colonne vertébrale, quoi. C'est quasiment un, un manieur de comment casser facilement une colonne vertébrale, hein. Je crois qu'il y a moyen de faire un dictionnaire avec Roderick Strong. C'est c'est sadique, mais
Mais il y a moyen, il y a vraiment moyen. Je veux pas donner des idées à certains, mais quand je vois les prix impactants auxquels il sort, c'est waouh. Mais bon, concernant ce match, c'est victoire de Roderick Strong qui bat Orange Cassidy pour le titre. Et là, je me dis, enfin un nouveau champion. Enfin quelqu'un qui va essayer au moins d'apporter du prestige au titre. Parce que le titre international en a un peu besoin. Parce que quand Orange Cassidy était champion pendant tout ce temps, je suis désolé les gars, mais le titre était une blague. C'est quasiment un titre 24/7. Je vois pas comme un titre intercontinental, je vois un titre 24/7. Mais bon, vu comment, on va dire, c'est les bonnes personnes qui font le bon taf sur le ring et qui espèrent évoluer le titre tant bien que mal, là, je ne refuse pas. Mais en tout cas, victoire de Roderick Strong et c'était vraiment pas mal. Honnêtement, c'était pas mal. Il n'y a rien à dire. Et là maintenant, encore un autre match par équipe de deux personnes, 2 contre 2. Le BCC, le Blackpool Combat Club, équipe composée de John Moxley et de Claudio Castagnoli contre FTR, Dax Woods et Cash Wheeler. Alors un match sous le papier, c'est vrai que ça a de la gueule, je vais pas vous le mentir, ça a de la gueule. Mais on va pas se mentir, le match, je savais pas où me placer. Je savais pas si je devais encourager les faces ou les heels, parce que quand le Blackpool Combat Club font leur entrée sous le thème de One Thing, bien sûr on a envie de chanter sur ce thème, mais après à la fin on se demande, mais c'est qui les faces et les heels? Je ne comprends pas cette dynamique avec ce thème d'entrée. Expliquez-moi quoi, expliquez-moi. Alors que on va dire que FTR, l'une des meilleures équipes à la AEW, valent vraiment le coup. Et que je me dis, peut-être que ça aurait pu être victoire de FTR, vu comment ils sont très populaires par le public. Et ils sont des, des, des tacticiens dans le ring. Je me dis, ça aurait pu être eux qui auraient pu remporter le match. Mais non. Mais non, parce que le Blackpool Combat Club, même s'ils ont une entrée de babyface, en termes de in-ring, ils ont des enfances de heel. Vu comment, quand je vois John Moxley qui se mange des coups à outrance et que je vois qu'il ne vend pas les coups de son adversaire, je me dis, mais pourquoi tu vends pas les coups, John? Pourquoi tu fais ça, putain? Ok, tu veux te prétendre être badass, tu veux être badass quand tu saignes, t'es trop badass. Quand tu morphes, t'es trop badass, même sans vendre. Parce que ce que je fais, c'est badass. Oui, tu peux être badass. Mais là, tu as ce rôle de badass ridicule. Parce que de pas vendre les coups, de saigner de manière à ce que nous, on s'attend à être surpris, alors que pas du tout, on n'est pas du tout surpris. Euh, Tes offenses sont pas bonnes parce que t'as vraiment des punchs un peu risibles. Même les pieds, c'est aussi risible. Et là, je me dis, oh là là, j'ai perdu le John Moxley de Dean Ambrose, de la WWE et un petit peu de la CZW quelque part. Parce que quand je regardais les matchs à la CZW de, de John Moxley, et que quand je vois quand il se mangeait des coups de fourchette, des 6 sauteuses électriques, des barbelés, des punaises, des morceaux de verre, et que je voyais à l'époque, ils vendaient comme un dingue, vu comment c'est le regard, c'est le visage d'un mec qui a mal, et que là, il se permettait pas de nocelle tout ce qu'on lui faisait. Et à la WWE, quand il se faisait martyriser, il vendait les coups, tout en paraissant fou. Excusez-moi, j'ai dû éternuer. Donc, à tes souhaits à moi, je me à tes souhaits à moi aussi. Voilà, il vendait comme un ouf, même à la WWE. Mais depuis quelques temps, je crois que c'est en 2022 ou 2023, jusqu'à cette année-ci, qui décide du jour au lendemain de plus vendre les coups.
À mon avis, je pense que le cure de désintox, le cure de désintox lui a pas aidé du tout, à mon avis. Par rapport à son niveau d'alcoolémie, par rapport peut-être au niveau de la cigarette, parce qu'il fumait beaucoup. Peut-être qu'il buvait aussi beaucoup, mais bon. Peut-être que le désintox ne l'a pas aidé. Et aussi, je crois que les anciens du catch ne l'ont pas, ne l'ont plus trop cadré. Alors que je pense qu'il a besoin d'être cadré pour être sur le bon chemin. Parce que là, ce n'est pas du tout le cas. Et que là, je pourrais retrouver mon John Moxley auquel j'adorais tant, mon Dean Ambrose auquel on a tous aimé. Et concernant un autre problème, ben Claudio, quoi. Claudio Castagnoli. Lui qui est hyper bon sous le ring, très brutal, très technique. Certes, qui n'a peut-être pas tout l'aura d'une star, mais qui a quand même un peu de charisme. Et que là, quand je le vois être un laquais de Moxley, je me dis, mais non, il devrait pas avoir de laquais, ni de, d'allié égal au possible, mais au moins être un peu sur la même piédestal. Mais ce n'est pas le cas, quoi. Alors que pourtant, putain, il est bon, Claudio. Claudio Castagnoli, il est bon. Comme FTR, ils sont bons. Et que je me rappelle dans le match, il y a même Dax Wheeler, Dax Wheeler. Euh, attendez, Dax Harwood qui saignait au niveau du front parce qu'il s'est mangé le poteau en pleine tronche sur ce spot et qu'il a fini en sang. Pour une fois, c'est pas John Moxley qui va saigner pour rien parce que je veux bien dans un match hardcore, tu saignes, mais quand ça devient de manière trop répétitive, c'est assez abusé. C'est assez abusé. Il faudrait qu'il conserve un peu le côté très intense parce que quand ça sort à tout vaille, ça ne va pas. Et aussi, il faudrait que John Moxley arrête de nocelle les prises de ses adversaires, qui vend comme un gros malade. On ne demande pas de jouer la comédie au possible, mais juste vends les coups. Prouve à quel point tu as vraiment mal. Parce que là, si tu vends pas les coups, c'est que t'as pas mal. Et que tu veux nous faire croire que le catch est faux. Et quand on fait ça, ben, tu tues la magie. Tu tues la magie du catch. Et c'est ça ce qu'il faut pas faire. Bon, après tout, victoire du BCC. Vu comment c'est Moxley qui va faire abandonner Daxar Woods. C'est lui qui va le faire abandonner. Donc victoire de Blackpool Combat Club. Et rien d'autre à dire. Vraiment rien d'autre à dire. Maintenant, match pour le championnat du monde féminin de la EW. The Timeless Toni Storm, accompagné par Maria May et Luther, contre Deonna Purrazzo. Alors, toute l'histoire autour de ces deux femmes mise sur une amitié brisée entre Toni Storm et Deonna Purrazzo, vu comment les deux femmes ont choisi tous les deux un chemin différent. Et avant que je repoursuis, je bois un petit coup et après on repoursuit, donc à tout de suite. Ce qui est dit, je repoursuis. Vu comment il y a une histoire d'amitié brisée entre les deux femmes, vu comment les deux ont choisi tous les deux un chemin différent. Donc l'une a choisi catcher au Japon et je crois que ces deux femmes se sont rencontrées au Japon, Toni Storm et Deonna Purrazzo. Ils ont commencé à se rapprocher et ils se sont tous les deux fait le même tatouage mais au niveau de la cheville, auquel c'est un peu une souvenir d'amitié. Et que après ça, les deux ont choisi un destin différent. L'une est partie essayer catcher à la WWE, mais a misérablement pas du tout réussi. Je parle bien de Deonna Purrazzo. Elle va catcher dans l'Indie, notamment à la Ring of Honor, auquel ça va quand même aller sur de bons trains. Et aussi à la TNA, donc Impact Wrestling. Et quant à Toni Storm, pardonnez-moi, elle va carrément réussir à l'international. Elle va réussir en Allemagne, en Australie, au Japon, en Angleterre, même aux États-Unis, notamment vu comment elle va réussir à devenir championne NXT UK lors de NXT UK tout simplement, lorsqu'elle va rencontrer Rhea Ripley. Elle a même remporté le tournoi du Mae Young Classic. Elle a aussi été à la NXT où elle a quand même un peu galéré, mais qu'elle a quand même fait des très bons matchs. Elle a essayé dans le roster principal, mais c'était une catastrophe. Donc elle décide de quitter la WWE pour aller à la EW, auquel là, on va dire, Toni Storm, elle a quasiment cartonné.
Au début, c'était pas ouf, mais après, quand elle a commencé à changer de gimmick et de personnage, là, ça commençait à aller mieux, notamment avec cette gimmick de The Timeless Tony Storm. Vu comment la gimmick dans The Outcast, j'étais pas trop fan. Euh, The Timeless version Marilyn Monroe de catch, vu comment elle ressemble exactement à Marilyn Monroe, en faisant les mêmes mimiques, à peu près la même coupe de cheveux, maquillage, coupe vestimentaire, de, de vêtements, et j'en passe des trucs. Mais après, elle a son truc à elle, elle a vraiment son truc à elle. Et vu comment elle interprète magnifiquement bien le rôle de Marilyn Monroe, même en prenant un peu son petit accent, qui va terriblement bien, même si c'est un peu des caisses à tout moment. C'est peut-être pas la meilleure gimmick du siècle, mais c'est pas l'une des horribles gimmicks non plus, hein. Même si il n'est pas parfait la gimmick, hein. Mais sinon, elle essaie de faire du mieux qu'elle peut pour jouer à fond son rôle. C'est ce qui est plus important pour elle. Donc les deux veulent régler leur compte. Et quoi de mieux pour un titre mondial, pour prouver qui est la meilleure entre les deux ex-meilleurs amis. Et il y a eu intervention de Maria May, vu comment elle défend sa mentor, son idole, en intervenant dans le match, même en distrayant l'arbitre. Et même Luther aussi va aussi distraire exactement l'arbitre. Et ça va permettre à Toni Storm de faire un petit coup en traîtresse, vu comment elle est traîtresse. Et qu'elle va aussi également faire son fameux Storm Zero, donc son fameux marteau pilon. Et c'est pour la victoire. C'est vraiment pour la victoire. Et qu'elle conserve son titre. Je crois avoir oublié un truc. Oh merde! Oh merde! Le match entre Roderick Strong et Orange Cassidy. J'avais oublié de citer les débuts de Kyle O'Reilly. Non! Putain, j'ai oublié de le citer! Merde! Oh là là! Ah, j'avais oublié un truc. Maintenant que j'y repense. Oh, mais qu'il est con ce mec. C'est moi, hein. C'est moi. Je me dis qu'il est con parce que j'ai complètement oublié Kyle O'Reilly. Oh non. Ah. En fait, lorsque Roderick Strong remporte le titre international euh, championnat de la EW, eh ben, Kyle O'Reilly arrive par surprise sur une énorme pop de la foule et que il a carrément changé de style. Il s'est laissé pousser les cheveux et la barbe et que lorsqu'il a vu Roderick Strong, eh ben, il décide de le voir et de le faire un accolade. Mais les membres de Undisputed Kingdom demandaient tout simplement à rejoindre la faction, auquel Kyle O'Reilly refuse, vu comment il n'est pas décidé à les rejoindre. Peut-être qu'il le rejoindrait, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que vaut mieux garder la surprise. Voilà, vaut mieux garder la surprise. Mais misérable, je l'ai oublié, le pauvre. Alors que lui aussi fait partie, un des meilleurs catcheurs in-ringment parlant. Lui qui a produit des excellents matchs face à Adam Cole et contre quelques autres catcheurs. Oh, mais je suis vraiment pas bien. J'ai vraiment un petit trou de mémoire. C'est incroyable, hein. Je tenais à m'excuser, hein, pour ça. Je tenais vraiment, vraiment à m'excuser, hein. Mais bon, il est de retour. Maintenant, est-ce que l'avenir lui réserve pour lui un avenir radieux, excusez-moi? Je ne sais pas. Et là, un autre match. Alors, celui-là aussi, sous le papier, il a du potentiel, ce match-là. Ça... Normalement, ça aurait pu être bon. Ça aurait pu être bon s'il n'y avait pas, on va dire, un peu de l'overbooking en plein match. Mais ce match-là, il est... Normalement, il peut être bon comme il peut être mauvais. Ça dépend de comment vous le prenez. Je veux bien parler de Will Ospreay contre Konosuke Takashita. Alors les deux, ils sont dans le même camp, dans le camp de Don Callis Family. Vu comment Don Callis, c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui build ses garçons vers le sommet. Et que je trouve qu'il fait un excellent boulot en tant que manager. Mais concernant le match,
Pour moi, il aurait pu être parfait s'il n'y avait pas un peu trop en tout, trop de trucs auxquels nous, les fans casus, enfin, les possibles fans casus, ne seraient pas forcément trop d'accord. Donc, bien sûr, ils sont bons, hein, tous les deux, ils sont bons, hein. Au début, ça commençait bien avec des bonnes offenses, mais après, je crois que ça va un peu partir dans le sens pur indie. Après, il y a ceux qui adorent le côté indie à l'état pur, d'autres qui préfèrent un peu le côté casu, un peu des matchs à la WWE, on va dire ça comme ça. Mais d'autres, c'est pas... Ah, j'aimerais pas trop critiquer. En gros, je n'ai pas à dire de méchant sur Will Ospreay, si ce n'est que je crois que il a un côté spécial. Il a du star power, il n'y a pas à dire. Il dégage un côté star. À sa manière, bien sûr. Hein. Il dégage pas le côté star. Hein. C'est pas non plus une immense star à côté d'autres catcheurs de la WWE. Vaut mieux pas que je dise un truc pareil. Hein. Sinon, si jamais je disais que ouais, Will Ospreay c'est une plus grosse star que The Rock, vous allez peut-être dire, mais putain mec, t'es gonflé ou quoi? The Rock est plus connu et plus populaire que Will Ospreay. Vous allez sûrement me dire ça, je le sais. Donc si je sortais un tel connerie, vous m'aurez tapé sous les doigts. Bref, je crois qu'il y a eu que des bonnes offenses, des bonnes prises, mais après, ça partait un peu dans tous les sens auxquels je peux pas trop détailler, en sachant que j'ai vu la vidéo de Kozak. Et, et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ces fameux reviews, vu comment il est très critique et qu'il nous sort des critiques bien piquants, euh, bien fait, pas à l'arrache, mais enfin quelquefois à l'arrache, vu comment des fois ça lui arrive de s'y perdre lui aussi, comme moi je m'y perds de temps en temps. Mais lui, il est plus critique. Lui, quand il voit un truc qui ne va pas dans un sens, on devrait le voir dans un bon sens, dans un bon angle, il le dit. Moi, je préfère pas trop, ben, trop dans cette imitation-là parce que je jouerais très mal l'imitation et je tenais pas à dire que n'importe quoi. Je veux pas faire le copieur, quoi. Donc, je préfère quand c'est Kozak qui est très critique à ce sujet. Mais à la fin, il y a eu beaucoup de prises finish qui sont enchaînées, beaucoup de vitrigueur de la part de Konosuke Takashita, quelques prises auxquelles il nous a bel et bien sorti. Et après, quand c'est Will Ospreay, il nous sort ses fameux Ass Cutter, Stormbreaker. Et au niveau de la fin, il va sortir son Hayden Blade. Donc il va sortir son fameux Hayden Blade auquel il va mettre fin au match. Donc un Hayden Blade, c'est quand il ajuste son coudière au niveau de son coude et que lorsqu'il s'élance en prenant de l'élan, il lâche son fameux coup de coude à l'arrière de la tête et à la fin on entend un bruit sourd, donc un fameux clic comme s'il a décapité son adversaire. Et que là, je me dis, oh putain, cette prise-là, si jamais il l'aurait fait vraiment pour de vrai, là, ce serait pas un accident. Parce que ça, c'est vraiment un coup de bâtard. Hein. Mais bon, c'est Will Ospreay qui remporte le match. Euh, le match était... Allez, on va dire qu'il était moyen. Il n'était pas très excellent. Il était pas fort bon non plus. Il était moyen. Il était bon moyennement. Voilà, je tenais à le dire, il était bon moyennement. Et je préfère pas les plus loin. Ensuite, plus que deux matchs et c'est terminé. Match à 3 pour le titre du monde de la AEW. Samoa Joe contre The Eggman Adam Page et contre Swerve Strickland, accompagné par The Prince Nana. Alors, je pense que le match aurait bien été déroulé s'il y avait que Swerve Strickland contre Samoa Joe. Ça aurait pu le faire, un affrontement entre les deux face et les heels forts, ça aurait pu le faire. Mais vu comment Adam Page, je crois que lui il est heel ou alors il est face. On ne sait pas s'il est face ou il est heel, mais on dirait qu'il est un peu twinner. Vu comment il déteste Swerve Strickland, il souhaite le voir perdre le match plutôt que réussir. Vu comment Adam Page est totalement abus de lui-même, il veut se voir lui-même réussir à remporter le titre.
qui lui a été arraché par CM Punk pour un peu rénover son blason. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Vu comment c'est Samoa Joe champion. Même si Samoa Joe, il n'est pas considéré comme un champion fort crédible. Alors que c'est un bon champion. Samoa Joe, c'est un très bon champion. Et j'ai l'impression qu'on n'a rien à foutre de lui. Alors que il sort des bons trucs, Samoa Joe. Mais là, je me dis, mais pourquoi vous voyez rien de spécial en Samoa Joe? C'est un tueur, ce gars. C'est un tueur. Car quand il nous emprisonne dans son coquina clutch ou quand il fait un muscle buster, quitte à nous paralyser à vie, mais c'est un tueur, ce gars-là, malgré son physique qui n'est pas très bien esthétiquement parlant, mais c'est un tueur. J'adore Samoa Joe. J'aime bien ce qu'il me propose sur le ring. Même si Adam Page, il peut être bon comme il peut être stupide. Swerve Strickland, c'est un peu pareil, mais là, je vois un bon babyface auquel il est bien encouragé par la foule, vu comment la foule crie pour lui, chante avec lui, fait ses mouvements de danse auquel Prince Nana fait exactement la même chorégraphie. Mais il y a une bonne dynamique, hein, il y a une bonne dynamique autour de Swerve Strickland. Alors que là, on a Samoa Joe, le top heel champion de la compagnie, même si c'est pas lui qui a toute l'attention du monde, alors qu'il devrait justement avoir toute l'attention. Mais non. Non. Pas du tout. Bon, ce qui s'est passé dans le match, il s'est passé énormément de trucs. De toute façon, dans les matchs auxquels j'ai cité, il s'est passé beaucoup de trucs auxquels je peux plus trop détailler, vu comment c'est trop long à expliquer. Tout ce que je me rappelle, c'est le climax du match. Dans le climax, Samoa Joe, il emprisonne Adam Page dans son fameux coquina clutch. Et lorsque sur Strickland essayait de casser la soumission trop tard, Adam Page abandonne par la soumission, vu comment sa victoire de Samoa Joe. Et du coup, sur Strickland, il est un peu dégoûté de perdre le match à cause de Adam Page qui décide de perdre par soumission. Mais j'espère que ça va pas se terminer entre Swerve Strickland et Samoa Joe. Peut-être pas non plus avec Adam Page. En tout cas, je ne sais pas. Mais tout de même. Bon, après, victoire de Samoa Joe. Même s'il y en a qui s'en fichent, moi, j'adore Samoa Joe. Je trouve qu'il est ultra dominant. Et aussi, on nous a teasé un nouveau pay-per-view. Le nouveau pay-per-view qui s'intitule Dynasty, qui va se dérouler en avril. Ok. Hâte de voir à quoi ça va donner. Bon, après, j'espère qu'ils n'ont pas oublié les Double or Nothing, les Forbidden Door, les All Out, et tout team. J'espère qu'ils n'ont pas oublié les différents pay-per-view à faire. Je l'espère en tout cas. Mais bon, voilà. Donc, je tenais à dire ça au cas où. Et enfin, le main event. Oui, c'est le clou du spectacle. Le dernier match de Sting avant qu'il prenne sa retraite. Donc, Sting et Darby Allin. Accompagné par Ric Flair, Ricky the Dragon Steamboat, et aussi, vous avez peut-être deviné par la suite, mais ils affrontent les Young Bucks. Voilà, je tenais à le dire pour la fin, je tenais à mieux le dire pour la fin. Tout ce que je sais, ce sont les EVP, les deux connards que vous comprenez pourquoi je n'aime pas trop les Young Bucks, c'est parce que les mecs, ce sont des tocards, des connards, des prétentieux, des clowns, ils ressemblent à rien et que ils font trop de la merde. Donc je parle évidemment des Young Bucks. Soit ils le font exprès faire de la merde, soit ils surjouent de ça. Mais en tout cas dans le cas contraire, c'est que du surjoue. Ah, si seulement dans un univers idéal, les Young Bucks auraient été plus excellents que ça. Que ce soit à la TNA, à la Ring of Honor, et j'en passe des fédérations, ils auraient été largement meilleurs s'ils n'auraient pas fait autant de caisses pendant toutes ces années. Mais je crois que dans ce match-là, je pense qu'ils vont faire quand même une bonne performance face à Darby Allin et Sting. Et aussi, je tenais à vous le dire, pendant ce match-là, je crois que j'avais raison d'avoir peur. Pour ce qui allait arriver à Sting et Darby. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez eu le même cas, mais moi j'avais
cette impression d'avoir peur, comme si Sting allait perdre le match et le titre. Finalement, on verra par la fin que j'ai eu tort. Bon, après l'entrée des deux Vince présidents de la WWE, on a l'entrée de Ricky Steamboat et de Ric Flair et aussi de Darby Allin. Et en dernier, ben, on a l'entrée de Sting, mais sauf que on nous montre une vignette comme quoi Sting est installé dans une salle de cinéma auquel il regarde ses meilleurs combats, ses meilleures performances dans le catch, ses différents gimmicks, comme la gimmick de Golden Boy, la gimmick de The Crow, euh, le genre de personnage qu'interprétait Brandon Lee dans The Crow, justement. Dans le NWO Wolfpack, son run à la TNA, quand il était en mode Joker, en tant qu'icône barrée, si on peut le dire. Et tout retrace sa carrière. Donc bien sûr, Sting, on voit qu'il regarde ça en se disant « Putain, j'en ai fait du chemin. » Et que maintenant, vu comment j'en ai fait beaucoup de chemin, je peux prendre ma retraite tranquille. Donc voilà, il admire ses combats auxquels il a mis tant, notamment ses combats face à Ric Flair, Hogan, et j'en passe des noms, Vraiment, j'en passe, vu comment il y en a tellement beaucoup. Donc c'est la fin de ce segment, de ça qui était teasé pour l'entrée. Ensuite, on a la musique de Sting, auquel on connaît tous, The Arrival, je crois, la musique de Arrival. Et que là, ben, on a l'entrée de la première gimmick de Sting, en mode Golden Boy, aux cheveux blonds, les couleurs totalement tape à l'œil. Donc ça, c'était la première version de Sting, auquel il catchait du côté de la Jim Crockett Promotion, LWA, enfin NWA, la American Wrestling Association, la NJPW, et j'en passe d'autres fédérations auxquelles il a traversé. Et de l'autre, on a l'entrée de Sting en mode WCW dans la NWO Wolfpack, à l'époque où il était en rouge et noir. Donc c'était ses premières, la première version et la deuxième version. Et après, à la fin des deux Sting, on a l'entrée de l'original, le vieillissant, mais l'unique Sting. Excusez-moi, ça c'est quand j'ai trop parlé. Bien sûr, l'entrée de le seul et unique Sting, l'icône, la légende, mais sur un autre musique. Auquel lui-même l'a sélectionné. Et bien sûr, ceux qui se sont déguisés en Sting, en fait, ce sont en vérité ses deux fils. Voilà, je tenais à le dire, ses deux fils. Le premier, c'est Steve Borden Jr. Donc, Steve Jr., je crois que c'est le fils aîné de Sting, et Garrett Borden. Donc, le second fils. Donc oui, ils se sont déguisés en Sting pour faire plaisir à papa, pour l'accompagner dans cette épreuve peut-être difficile ou épreuve tout de même. Vu comment il a Ric Flair, il a Ricky Steamboat, et quand les deux se voient, on se dit à l'époque ils étaient rivaux, mais maintenant l'époque ont changé, ils sont devenus de bons vieux amis, et qu'ils accompagnent Sting pour sa dernière apparition à la AEW, c'est quand même symbolique. Le match a commencé terriblement fort, et quand je voyais les Young Bucks et Darby Allin avec Sting et ses deux fils, je me dis, en fait, les Young Bucks, ils vont se faire tabasser par Flair, Steamboat, même si Steamboat n'a rien à voir avec toute cette histoire, et les fils de Sting. Donc ils se mêlent à la rencontre, ils le tabassent, vu comment les fils de Sting, ils se sont fait tabasser par les Young Bucks, donc c'est un peu normal qu'ils se vengent, ils vont un peu tenir en aide à papa et à Darby. Même si les Young Bucks, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez-y, pétez leur putain de gueule, c'est ce qu'ils méritent, ces deux clonards, ces deux connards, excusez-moi, c'est tout ce qu'ils méritent, ces deux clowns. Donc,
Quand j'étais ça, j'étais content. Et je me dis, enfin, pétez-leur la gueule, quoi. Ces mecs ne servent à rien, cassez-leur la gueule. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était bon, bordel. Qu'est-ce que c'était bon. Ils ont prêté main forte à Sting, notamment en faisant des Stinger Splash à la manière de papa. Tenter un Scorpion Deathlock ou un Scorpion Deathlock. Mais ça n'a pas passé, malheureusement, ça n'a pas passé. Vu comment les Young Bucks décident à se partir comme des lâches en partant par le public et après sur la rampe d'entrée. Et je crois que c'est à ce moment-là où les fils de Sting, eux qui avaient pris part à cette rivalité, retournent au vestiaire. Et là, je me dis, bah, pourquoi vous retournez au vestiaire? Vous pouvez toujours prêter main forte à Darby Allin et à Sting. Mais après, on se dit peut-être que ça faisait partie du plan qui prennent part à ce guet-apens et après ils peuvent partir en coulisses parce qu'il faut savoir, c'est que je pense que les fils de Sting, ce ne sont pas en vérité des vrais catcheurs. Je le pense en tout cas, je le pense. Je peux me tromper, mais je le pense. Bon, après, il y a eu beaucoup de spots sur les tables, beaucoup de spots auxquels les Young Bucks, ils ont voulu se mettre over auprès du public. Mais le public les a complètement hués, vu comment on sait que ce sont les heels, parce qu'ils sont méprisables, ils sont détestables, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. S'ils en faisaient pas trop des caisses, peut-être qu'il y a moyen que je les aimerais autant, mais ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est réellement pas le cas. J'avais oublié de citer qu'ils avaient sorti des verres, des vitres en verre, auxquelles la première va être cassée. La deuxième, il va être placé entre 4 chaises pour le spot auquel Darby Allin a effectué et qu'il a failli se tuer, putain. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Darby, le Zarby, putain, Zeby, ne te tue pas, Darby, bordel. T'as fait un Swanton Bomb à la manière de Jeff Hardy sur Matt Jackson qui s'est dégagé et t'atterris. Ah, la chute a été brutale. Oh, la chute a été brutale et en plus, il était allongé dans du morceau de verre. Pour ceux qui ont un doute, oui, ce sont des vrais verres. Comme dirait l'autre, Jungle Boy Jack Perry, Is this a real glass? Cry me haver. Donc en gros, c'est du vrai verre. Va chialer. Oh là 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 là. Du vrai verre. Et auquel Darby Allin, ben, il est tombé. Et aussi, il était ouvert au niveau du corps parce que son dos était ouvert. Hein. Il était ouvert de sang. Et là, ne venez pas me dire des trucs à la con comme quoi Darby Allin s'est utilisé une lame de rasoir pour se couper le corps. Non! Non! Il s'est pas coupé le corps avec. Il s'est même pas bladé en même temps. Il a atterri dans des morceaux de verre que ce sont du vrai verre. Et je crois durant tout le match, il était out. Jusqu'à ce qu'il reste Sting, auquel il va affronter Mathieu et Nicolas Jackson. Parce que maintenant, on va les appeler comme ça. Matt, maintenant, c'est Mathieu. Nick, c'est Nicolas. Auquel ils vont tabasser Sting. Et quand je croyais que Sting était terminé, finalement, il arrive à me faire mentir. Parce que à chaque offense, à chaque prise, Sting se dégageait au compte de 1. Je me dis, what? Il overnocelle les prises de ses adversaires. Qu'est-ce que tu fais, Sting? Putain, qu'est-ce que tu fais, là? Et là, je me dis, mais en fait, je crois que lui peut se le permettre, vu comment c'est son dernier match. Et vu comment il nous fait un peu à la star de Hulk Hogan, en se prenant des prises, mais je ne vends pas, je suis dans mon Sogo souffle, dans mon troisième en souffle, dans un quadruple souffle, dans un cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième souffle, eh ben, le gars, il nocelle les prises des Young Bucks. Hein. En même temps, les Young Bucks, ils ont aussi un peu nocelle la plupart des prises de leur adversaire pour tuer le business. Pourquoi pas Sting? Sauf que Sting, il fait ça parce qu'il peut se le permettre, parce que c'est une légende. Les Young Bucks, eux, ne se sont pas encore des légendes. Le jour où ils seront des légendes de ce sport en faisant des trucs mémorables, là, je pourrais me dire, là, ces gars-là, ce sont des légendes. Mais en tout cas, je peux pas dire que ce sont des légendes. Alors que Sting, il peut se le permettre. Parce que c'est pas tous les jours auxquels il nocelle les prises. C'est pas tous les jours.
vu comment il sait bien que c'est la fin, donc il peut se le permettre. C'est un peu lunaire à la fois, mais ce qui est bien pour Sting, c'est quand même bien pour lui, vu comment il sait que c'est son dernier match, il peut no-sell les prises. Eh ben, il va enchaîner des super kicks, des double vil trigger dans la figure, le mec il no-sell. Il no-sell, excusez-moi c'était un paquet, il no-sell, et, et je me dis, là, c'est une nouvelle facette de Sting euh, auquel il a été perdu avant tout, mais quand même, c'est Sting, c'est Sting. Donc il commence à allumer les deux petits cons, les deux petits merdeux. Il commence à les allumer avec la batte de baseball. Et après, si je crois bien, un peu plus loin dans le match, je crois qu'il y a Ric Flair et Ricky Steamboat auxquels ils vont se faire tabasser par les Young Bucks. Euh, je crois que après que ce soit Sting qui va être projeté dans la vitre en verre, eh ben, on s'en prend au pauvre Ricky Steamboat et aussi à Ric Flair qui se mange un double super kick. Et comme je voulais dire, après, à la fin dans le match, Darby Allin reprend ses esprits malgré son corps meurtri. Il fait son coffin drop sur Nick Jackson. Et quant à Matt Jackson, eh ben, il va subir un Scorpion Deathlock et un sharpshooter de la part de Sting. Et auquel Sting ne va pas lâcher d'une semelle. Et Matt Jackson n'a pas le choix d'y abandonner. Waouh, quel match! Quel match! Victoire de Sting qui conserve les titres par équipe et aussi qui se termine sur une bonne note positive, sur un happy ending. Même si je pense qu'il préfère partir Sting en mettant over un jeune talent prometteur. Je crois qu'il aurait voulu dans son monde idéal. Mais là, on peut dire, je pense que c'était un peu la bonne décision à faire. Et voilà quoi. Et à la fin du match, les fils de Sting arrivent sur le ring pour faire un câlin à papa. Donc c'est mignon, c'est touchant. Et Darby Allin, je crois que Darby Allin considère un peu Sting comme son deuxième père, quelque part son papa du catch, si on peut appeler ça comme ça. Vu comment il a été pour lui un exemple, un mentor pour Darby Allin. À tel point qu'à la fin, il va faire une promo d'adieu. Et je crois qu'ils n'auront pas trop le temps d'antenne à tout citer, vu comment ça va être la fin du show. Et là, je me suis dit, mais non, on aimerait bien savoir la suite pour clarifier les choses. Eh ben non. Eh ben non, malheureusement, c'est non. Vu comment on est presque au début de la fin, vaut mieux couper tout de suite. Mais sinon, c'était bon. Le match était un tout petit peu bon, même si j'aime pas ce que fait les Young Bucks et aussi la frayeur que Darby a fait. Faudrait qu'il se calme un peu au niveau de la dangerosité. Certes, il a pas de limite, mais euh, fais bien attention parce que la prochaine fois, je sais bien qu'il m'écoutera pas, mais la prochaine fois qu'il fera des manœuvres aussi risquées, il va être paralysé à vie, il va être handicapé à vie. Il va se tuer et la fédération, je pense, va se sentir responsable à cause d'un truc qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est un truc que je tenais à dire. Et surtout, pour ce que je devrais donner à Sting, c'est merci pour tout ce qu'il a fait au catch. Merci pour tous les bons moments qu'il a fait passer à tous les fans de catch, que ce soit les fans de l'époque ou ou de l'autre époque, ou de maintenant, et qui sait dans le futur, qui sait, on sait pas. Mais, euh, mais voilà, merci encore mille fois d'avoir bercé l'enfance des jeunes catcheurs ou des fans à travers le monde. Et pour ceux comme moi qui ont connu Sting, pas à la WCW, mais plutôt du côté de la TNA, quand d'autres avaient le câble pour regarder la TNA, d'autres les DVD ou les magazines à regarder pour se divertir quand ils voyaient Sting. Donc oui, j'ai un petit peu grandi dans ce stade de Moon, on va dire ça entre guillemets, mais les anciens fans auxquels se rappelle connaissent d'avoir suivi toute la carrière de Sting du début en tant que Golden Boy et à la partie de la WCW auquel il est devenu un peu The Crow. Et, euh, et quelle carrière! C'est vraiment une carrière légendaire auquel il nous a offert Sting. Et c'est vraiment un grand homme, un homme au grand cœur en tout cas, quelqu'un de très pieux, qui essaye d'être
dans le bon truc, dans le bon côté des choses, et pas dans le mauvais côté des trucs. Bref, j'ai pas d'autre argument à dire, si ce n'est que peu importe qu'on se rappelle de lui, de la NWA, de la WCW, de la NJPW, de la American Wrestling Association, de la TNA Impact Wrestling, même à l'époque à la WWE où je me rappelle lors de Survivor Series auquel j'ai popé comme un fou en le voyant, car tellement c'est la première fois qu'on le voyait à la WWE, mais c'était énorme. Même si sa carrière n'allait pas tellement bien à la WWE, mais tout de même, c'était excellent Sting. Et quand il est arrivé à la WWE, il n'est pas là pour voler la lumière aux autres, à part élever des jeunes talents. C'est ce qui est génial pour Sting. Et que là maintenant, il part de la EW, certes toujours champion, même si les titres, comme disait Tony Khan, va finir sûrement vacante. Et que moi qui disais que Darby Allin va peut-être trouver un nouveau partenaire, finalement je m'étais trompé. Voilà, je tenais à me dire, j'ai trompé, tout le monde peut se tromper. Qui ne s'est jamais trompé de sa vie, tout le monde s'est déjà trompé de sa vie. Mais bon, vous avez compris, même si les titres sont vacants, Sting c'est un grand homme, Darby a du potentiel, et j'espère qu'il va se calmer au niveau des bumps et qu'il fera des bons matchs par la suite. Quant aux Young Bucks, je voudrais qu'ils arrêtent de faire trop des tonnes. Je voudrais qu'ils changent un peu leur comportement et qu'ils font pas trop de mimiques. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Je sais qu'ils m'écouteront pas. Je ne suis pas leur professeur, je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur frère, je ne suis personne pour les faire raisonner. Mais bon. Mais bon. Bref. En tout cas, grand merci à Sting et bonne retraite bien méritée. En tout cas, Sting, c'est le best. Voilà. Donc, voilà que j'ai terminé avec Révolution. Certes, une vidéo assez longue. Je sais pas si ça vous plaît, mais j'essaie de vous faire plaire quoi qu'il arrive, même si c'est un peu long. Je sais pas faire mieux. En termes d'hommage, de décès, alors je reconnais, j'aurais pu en dire sur les décès, même si voilà, j'aurais pu en dire, par exemple, le décès de l'acteur de Apollo Creed dans la saga Rocky, Karl Webner, j'aurais peut-être en dire, mais je n'ai pas su le dire, vu comment j'étais trop direct. Bref, un acteur qui a bercé aussi l'ancienne génération et aussi de ceux qui n'est pas nés dans les années 80 en sont conquis par le film la saga Rocky, et que paix à son âme, qui repose en paix, Karl Webner. Et pareil pour le doubleur de Sylvester Stallone, Alain Durvat, je crois que c'est ça. Je crois que je me trompe, c'est Alain Durval, ou... je ne sais plus, mais excusez-moi, je tenais à m'excuser. J'essaie de retenir les noms des personnes, mais c'est pas évident. Mais lui aussi, voix mythique de Sylvester Stallone qui venait de nous quitter, et que lui aussi, paix à son âme, et en tout cas, quelle voix mythique. Qui n'a jamais entendu une seule voix de cet homme, de la voix de Sylvester Stallone à travers les films, en disant Adrian. Parce que quand on dit Adrian, on a envie de dire Adrian aussi avec cette voix. Ah là là, mais il va nous manquer. Comme Karl Webner, il va nous manquer. Et pour ça, c'est de là aussi, paix à leur âme. Et également les deux catcheurs qui nous ont quittés cette année, notamment Holly Anderson, celui qui a fait partie dans les Forceman originales, je pense, avec lui, Arn Anderson, Ric Flair, Tully Blanchard. Bon, après, il y a eu chez Lex Luger, Barry Windham, et j'en passe des noms, mais il faisait partie des originales, et que aussi c'était un ancien partenaire de Arn Anderson. Donc lui aussi nous a terriblement quittés. Je sais pas quel âge il avait, mais je pense qu'il était très âgé. Et pour ça, peu à son âme aussi, à Holly Anderson, et surtout l'ancien valet de Ted DiBiase Senior, le Million Dollar Man, un certain Virgile. Alors Virgile, lui, je crois, c'est parce qu'il avait beaucoup de problèmes de santé,
vu comment il était très atteint physiquement, peut-être mentalement. Est-ce qu'il était atteint d'un cancer? Je ne sais pas, mais en tout cas, il nous avait très récemment quitté et lui aussi paix à leur âme. Et par la suite, j'ai rien d'autre à dire à propos de ça, si ce n'est que la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, parce que vous regardez un mardi et moi je suis encore un lundi pour tourner, eh ben on a appris qu'aujourd'hui que Polyman va être intronisé au Hall of Fame. Et là je me dis, mais c'est bien mérité pour Polyman. Ancien photographe pour la WWE, ancien manager dans les années 80 et 90, même s'il est toujours le manager de Roman Reigns en tant qu'homme sage, ancien promoteur de la Extreme Championship Wrestling. Que demander de plus? Lui qui a tant fait de trucs, tant managé des grands catcheurs, tant fait pour la WWE. Bref, c'est mérité pour Polyman qu'il soit intronisé au Hall of Fame. Et pour ça, ben, gros GG à Polyman. Gros félicitations. Vraiment grosse félicitations. Excusez-moi, j'ai dû couper prématurément la vidéo vu comment on m'appelait de manière imprévue. Mais je tenais à clarifier cette vidéo en sachant que c'est bien mérité pour Polyman de rejoindre le Hall of Fame et aussi souhaiter les hommages à ceux que j'aurais dû souhaiter il y a bien longtemps. Mais vu comment j'étais trop direct, maintenant je prends le temps de le dire. Et voilà ce que j'en ai à dire sur ce fameux pay-per-view qui était ma foi bon. C'est pas l'un des plus gros shows de l'année, même s'il il a l'air, hein, il a l'air, mais il était bon. Là, il n'y a pas à dire, il était bon. Excusez-moi pour le petit rototo, je tenais à le dire. Et moi, bien sûr, je conclus cette vidéo en disant que c'est terminé pour les résultats de review de vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.